Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce débrief un peu spécial, un format un peu spécial. Aujourd'hui, nous recevons un homme qu'il est désormais inutile de présenter, mais nous le présenterons quand même pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Gabriel Banon, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'abord économiste, puis avec le temps et la logique des choses, vous êtes devenu géopoliticien. Vous avez été conseiller économique de plusieurs chefs d'État, conseiller tout court aussi, dont le français Georges Pompidou, le russe Vladimir Poutine, et puis l'emblématique président palestinien Yasser Arafat. Vous avez été tour à tour conférencier, chroniqueur télé-radio, auteur très prolifique, puisque vous en êtes à votre 15e livre. Et c'est ce qui vous amène aujourd'hui chez nous, Gabriel Banon, le 15e livre, et celui-là, nous le présenterons, France, la grande désillusion. Nous en parlerons avec Moustapha Shimi, professeur de droit et politologue. Merci d'être avec nous, Moustapha Shimi. Bonsoir. Bonsoir, et je vous laisse commencer. Écoutez, c'est un profil, Gabriel Banon, et il faut se réjouir de ce format spécial de votre émission. C'est un profil, c'est une vie, c'est des vies, et on va sûrement en parler. Alors, ma première question, qui est une interrogation, intéresse son parcours. Savez-vous que Gabriel Banon a commencé son parcours politique auprès de l'UMT à Casablanca, qu'il a été un des membres fondateurs de l'UMT? Donc, je ne pouvais pas tout dire. Oui, voilà. Je vous laisse compléter. C'est un positionnement de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, l'UMT de 55-56. Puis il a été gaulliste de gauche, intéressant parce que il est resté gaulliste. Et puis je crois qu'il a évolué en étant peut-être gaulliste de droite et tout simplement de droite. Alors, mon interpellation est celle-ci. Qu'est-ce qui explique cette évolution dans un sens et dans l'autre? C'est pas une évolution. Si la gauche aujourd'hui en France et dans beaucoup d'autres pays n'existe pratiquement plus, c'est parce qu'elle a été vidée de sa substance par des gens comme moi, des gens de droite, des gaullistes particulièrement, qui pensent qu'on ne peut pas ne pas s'intéresser au social. Nous vivons en société et il y a, dans un débat présidentiel, il y avait un concurrent qui a dit à Mitterrand, je ne citerai pas le concurrent parce que je n'avais pas beaucoup d'admiration pour lui, donc je ne le cite pas. C'est mes petites revanches. Qui ont fait le débat présidentiel. Et il avait dit, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ben, être social ne veut pas dire de gauche. Le syndicalisme, c'est une façon de gérer l'entreprise. Une entreprise où il n'y a pas un syndicat ne peut pas fonctionner correctement. Donc, j'ai été un grand chef, un capitaine d'industrie, comme on dit. Eh bien, j'avais compris, dès le début, quand j'étais vice-président des jeunes patrons, j'ai milité pour la création des sections syndicales dans les entreprises, aux grandes dames d'ailleurs du CNPF de l'époque. Je trouve que ça va ensemble. On ne peut pas vivre en société et ne pas être social. Le capitalisme social, en quelque sorte. C'est pas capitalisme, vous savez, le capitalisme. Social. Oui, mais capitalisme. Il en parle dans son livre. D'abord, le mot capitalisme. Le capitalisme ne veut rien dire. Où commence le capitalisme? Il commence à 10 000 euros, à 5 000 dirhams ou à 1 million. C'est toute une question d'approche. Je peux être un va-nu-pied pour Rothschild et je peux être un capitaliste pour Aziz. Vous n'avez pas répondu sur le départ, c'est-à-dire votre positionnement au sein de l'UMT au Maroc. Là, d'abord, je voudrais corriger le point. Je vais faire un petit peu d'histoire. En général, je n'aime pas beaucoup parler de mes actions ou de la politique marocaine parce que j'ai trop de respect pour tous les acteurs politiques au Maroc. Et puis, je trouve que ce n'est pas mon rôle. Je vous le laisse.
À vous, éminent politologue. Vous êtes natif de Casablanca, vous êtes marocain tout aussi bien que nous. Ah vous allez, à un moment ou à un autre, en je, parler assez, Gabriel. Oui, je suis né à Casablanca, je le dis d'ailleurs, j'assume, je suis plus marocain que les Marocains, parce que j'ai fait beaucoup pour le Maroc. Et non pas que je revendique quoi que ce soit, vous savez, à mon âge, on ne revendique plus rien. Hein. Mais c'était l'époque où Sa Majesté, le résident de l'époque, avait décidé de l'envoyer passer un séjour à Madagascar. Exil. Vous vous rappelez, c'était une période difficile. Je me trouvais chez... Comment il s'appelle ? À Rabat. Non pas... Je dis toujours Ben Bella, pas Ben Bella, mais j'étais chez... Qui a été assassiné à Paris ? Ben Barka. Mehdi Ben Barka. Et j'étais avec Mahjoub Ben Sédik, avec Bouazza, et nous parlions que faire pour l'indépendance, pour finir cette histoire de protectorat. Et moi, j'avais dit tout bêtement, écoutez, vous savez, faire des bombes, on va tuer des Marocains. On a eu l'expérience avec la bombe au marché central de Casablanca. On a tué des Marocains. On n'a pas tué un soldat français, ni un capitaliste français, colonial. Donc, ce n'est pas la bonne formule. Par contre, il faut taper là où ça fait mal. Alors, nous devons créer, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer l'UMT. Nous devons créer l'UMT, un syndicat fort, et donc Mahjoub, Bouazza et moi, nous avons créé l'UMT, non pas pour faire du syndicalisme, quoi qu'on l'a fait très bien, puisqu'on est devenu, et c'est resté la force la plus grande du syndicalisme marocain. Mais c'était faire la guerre à notre façon, c'est-à-dire provoquer des grèves, taper dans le portefeuille du colonialiste. Et c'est comme ça. À l'origine, on ne le répète pas assez. D'ailleurs, Mahjoub m'a remis une médaille d'or de la résistance, etc., à cause de ça, à cause de ce travail qu'on a fait. Quand on a fait la grève c'était dans le sud, dans le fief de l'OCP, à Koribga, il n'y a pas eu un gramme de phosphate qui sortait pendant une semaine. Quand on a déclenché la grève au port des dockers, les armateurs s'arrachaient les cheveux à cause des surestaries, parce qu'il y avait des bateaux qui attendaient pendant des heures et des jours, savoir quand ils pourront décharger. Alors ça a beaucoup contribué à amener Mendès France à se rendre compte qu'il valait mieux négocier. Donc, dans notre petite sphère, voilà pourquoi on a créé l'UMT. Ce n'était pas parce que j'étais, même si j'ai milité en tant que patron pour la section syndicat, pour le syndicat, parce que je trouve que c'est un pendant nécessaire dans une entreprise, mais à l'origine, voilà l'origine de l'UMT. Alors, on va passer quelques dizaines d'années et vous allez aussi nous raconter un peu votre expérience de conseiller auprès de plusieurs chefs d'État, Pompidou, donc à l'Élysée, années 70, Vladimir Poutine, Yasser Arafat. Toute ma vie a été des rencontres. Jalonné de rencontres avec la chance que les rencontres que je faisais avaient une suite. En général, on rencontre quelqu'un, on dit bonjour, enchanté, etc., puis on ne le revoit plus. Et moi, chaque fois que j'ai rencontré des gens de valeur, ces personnes me rappelaient. Moi, je n'osais pas les rappeler. Moi, je ne vais pas rappeler le président des États-Unis. Gerald Ford m'appelait. Je ne vais pas appeler Arafat, mais Arafat m'appelle. Donc, c'est une question de chance. J'ai eu une vie jalonnée d'événements avec une chance énorme. Et ça, je ne me suis jamais expliqué. Quand j'ai rencontré De Gaulle, ça a été toute une histoire. Rencontrer ce monument, penser que j'avais 12 ans quand il y avait la guerre, 11 ans, j'étais conscient de la guerre, et 13 ans,
On avait chez moi, mon père rassemblait tout le monde pour donner les informations, l'avance, le recul des troupes, etc. De Gaulle était un mythe. Alors imaginez cet enfant qui un jour se retrouve face à ce mythe. Alors imaginez l'effet que ça m'a fait quand j'ai rencontré De Gaulle. Et puis De Gaulle m'a dit, quand on a fini de discuter, 5 minutes, 10 minutes, il m'a dit, venez me voir à l'Élysée. Moi, le préfet me dit, tu vois, il veut te revoir. J'ai dit, c'est une formule de politesse. Il m'a dit, non, De Gaulle n'a pas de formule de politesse. Et effectivement, 2-3 semaines après, je reçois un coup de fil. Monsieur Bannon, oui, ici la secrétaire du général, il vous attend jeudi à 11h. Jeudi, elle ne s'est pas posé la question, ni est-ce que j'étais libre, ni si je pouvais. Et elle raccroche. Et le jeudi à 11h, je me suis retrouvé effectivement aux portes de l'Élysée. Et c'est comme ça qu'a commencé ma saga auprès des grands, etc. Avec Yasser Arafat. C'est venu après. C'est venu après. Alors, si vous permettez, sur ces séquences-là et ce parcours, le trait commun, c'est que vous n'êtes pas un homme de pouvoir, vous êtes un homme d'influence. Je ferai une distinction entre la période donc, que vous avez citée, sur laquelle on va revenir, et la période auprès d'Yasser Arafat. Pour la première période, il s'agit de la France, du Premier ministre français Pompidou, Gérard de Gaulle, mais il s'agit aussi de l'administration américaine, Ford, il s'agit aussi du Kremlin Poutine, c'est-à-dire que vous êtes toujours là où il y a le Marzen central, si je puis dire. C'est quand même intéressant. Pour la période de Arafat, je vais y revenir, mais je vous laisse répondre sur ce premier point. Ben, écoutez, d'abord, je pense que vous me croirez, il n'y a rien de prémédité dans tout cela. Georges Pompidou, qui a été le démarrage de ma carrière, vraiment de conseiller, etc., ça a commencé parce que peut-être j'étais un peu plus au fait de l'économie que d'autres autour de moi. Moi j'étais vice-président national des jeunes patrons, dont j'ai changé le nom en jeune dirigeant, puisque moi j'étais pas patron, j'étais un dirigeant salarié. Et là, nous avons eu mai 68. Mai 68, les entretiens les accords de là où se passait le Premier ministre, ça a pris le nom de Grenelle. De Grenelle. Les accords de Grenelle. Les accords de Grenelle. Et dans la discussion, on avait l'économie arrêtée depuis 1 mois, 2 mois. Là, le Maroc, comme quoi chez moi, c'est la France ou le Maroc, c'est la même chose dans mon cœur. Mais la France était à l'arrêt. Et l'économie, les entreprises étaient exsangues. Il n'y avait plus de commandes, il n'y avait plus de consommation. Et moi, j'en étais très conscient lorsque Pompidou nous a appelés participer avec le CNPF et les syndicats pour les discussions de Grenelle. Et les syndicats réclamaient 30% d'augmentation de salaire. C'est vrai que dans toutes les années glorieuses qui avaient précédé, ce qui est très curieux de constater qu'il y a eu mai 68, après des années glorieuses, de calme, de vie facile, etc. Vous en parlez dans votre livre. Et les années de gloire, vous appelez ça. Exactement. Alors, ils demandaient 30% d'augmentation. Et bien entendu, le CNPF a poussé des hurlements. Vous voulez la mort des entreprises, patati, patata. Et puis, il y a un petit jeune qui se lève, dit, Monsieur le Premier ministre, nous, jeunes patrons, on est d'accord, mais pas pour 30%, mais pour 20%. Ça a été des hurlements. Et le Premier ministre dit, écoutez, je vous remercie, donc si on se met aux voix, le CNPF est en minorité, et puis on devrait adopter les 20%. Oui, et à ce moment-là, quand ce qui était pratiquement acquis, il me dit, mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes partisan? Je lui dis, c'est simple. L'économie est arrêtée. Ça fait des semaines que les ménages ne consomment pas. 20% d'augmentation va être non seulement une bouffée, mais
un apport important pour ces ménages. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépenser. Ils vont dépenser, ils vont relancer la machine économique. On va revenir à la France, c'est l'objet du livre. Passons à la période de Yasser Arafat et Vladimir Poutine. Ah ben, écoutez, chacun est une histoire à part. On ne peut pas les coller. L'histoire de Poutine, c'est que quand j'étais au Jeune Patron, nous avons eu l'idée saugrenue d'organiser le premier face-à-face à la télévision française, l'ORTF à l'époque, ça s'appelait. ORTF. Un chef d'entreprise de l'Est face à un chef d'entreprise de l'Ouest. Et comme il n'y avait pas à l'époque, c'était l'URSS, il n'y avait pas à l'époque de chef d'entreprise de l'Est, c'est l'attaché, le premier secrétaire de l'ambassade de Russie, Yuri Rubinsky, qui a été désigné pour être le chef qui représente l'entreprise russe. Et nous avons eu le débat, qui a fait l'objet d'un petit bouquin que notre mouvement avait publié, etc. Et l'ORTF nous avait donné à chacun des intervenants la possibilité d'avoir 3 invités, parce que c'était suivi d'un dîner. Et l'ORTF était très près de ses sous, et il ne fallait pas qu'on soit trop nombreux. Et donc, moi, j'avais mes 3 invités, et Rubinsky avait ses 3 invités, dont son collègue à Berlin, Vladimir Poutine. Et au dîner, je me suis trouvé à côté de Vladimir Poutine. Et c'est comme ça qu'a commencé. C'était un jeune homme de 25 ans. Oui, il était très jeune. Il venait d'être nommé à Berlin-Est. Et j'apprendrai par les services qui m'ont prévenu que c'était le chef du KGB à Berlin-Est. Et que mon opposant, Yuri Rubinsky, était le chef du KGB en France. Et c'est comme ça que j'ai développé des relations avec des services devenu président, impossibles à penser. Il s'est rappelé de vous et c'est là où vous avez rejoint. Exactement, il m'a appelé. Quand il a été nommé président, il m'a appelé. Très bien. Il m'avait invité avant, mais les services m'ont dit attention, il ne faut pas aller à Berlin. Le monsieur Poutine, c'est le chef du KGB, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'y aller. Donc je n'ai pas été, j'ai obéi. Et donc, voilà l'histoire de... Et Yasser Arafat. Alors, on termine le tour d'horizon de votre parcours, de votre très riche parcours qu'on peut pas résumer en 20 minutes, mais on va essayer d'aller vite, après on passe au bouquin. Alors, j'essaye en réalité d'étouffer dans l'œuf tous les histoires à dormir debout qu'on raconte sur mes relations avec Poutine ou avec celui-là ou avec celui-là. Je vous dis comment ça s'est passé. Il n'y a rien de planifié ni d'organisé. C'est la vie. La chance. C'est la vie qui se déroule comme ça. Arafat, bon, à l'époque, j'avais des relations développées du fait que j'étais à l'Élysée avec le Gerald Ford, qui était devenu un ami, avec Egelberger, qui était secrétaire d'État, etc., l'équipe Kissinger. Donc j'avais quand même quelques fréquentations assez lourdes et assez intéressantes. Et un jour, je rentrais de Moscou. Parce que pour vous dire, quand il y a eu l'implosion de l'URSS, l'ambassade de Russie m'avait demandé si j'acceptais d'être à la tête, le président de l'Institut franco-russe pour le développement des relations culturelles, etc., etc., ce que j'ai assumé pendant 1 ou 2 ans. Et je rentrais de Moscou, et quand j'atterris, j'avais l'habitude, dès que même l'avion, j'étais encore dans l'avion, j'appelais ma femme et je lui disais « On a atterri, je suis à Paris ». Et elle me dit « Il faut que tu appelles très vite un monsieur, un ami à nous, qui est l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. Et il me dit, il faut l'appeler, il te cherche depuis 2 jours, etc., etc. Très bien. Alors, une fois que j'étais dans la voiture, j'ai appelé Nasser, et il me dit, dis-moi, il y a Arafat qui veut te voir. Il est à Londres,
Et il faut que tu ailles. Je lui dis, ça va pas. Moi, j'ai rien à voir avec. D'abord, je me suis jamais intéressé au Moyen-Orient. Je le connais pas. Je suis à l'opposé de ce qu'il fait. Je suis loin. Non pas que j'ai une opinion, mais je suis juif. Lui, il est palestinien qui se bat contre les juifs. Et ça ne tient pas debout. Mais il dit, non, 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 il faut que tu l'appelles, il faut que tu l'appelles, il faut que tu l'appelles. Appelle-le au moins. Très bien, je l'appelle. Et il me convainc, avec son insistance à venir le voir à Londres. Et je suis venu le voir à l'hôtel. Il était 11 heures du soir, parce que lui travaille que la nuit. Disons qu'il travaille surtout la nuit. Et on est restés ensemble jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Et c'est moi qui ai arrêté. J'ai dit, écoutez, il faut que je rentre. Et c'est comme ça qu'on a arrêté. Et il me dit, voilà, voulez-vous être mon conseiller économique, etc. Je lui dis, mais ça va pas. Il me dit, non, 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 parce que les Américains m'ont dit, les accords d'Oslo venaient d'être signés, et les Américains lui ont dit, ben maintenant, il faudrait que vous ayez autour de vous des gens qui savent ce que c'est qu'un État, comment ça fonctionne, etc. Et lui a répondu, moi je n'ai que des partisans, et nous vivons tous dans la clandestinité, je ne connais personne d'autre. Et ils lui ont dit, ben, on va vous donner 3 ou 4 noms et vous choisissez. Et je lui dis, et pourquoi me choisir moi? Il me dit, parce que toi tu es juif. Et pour moi, c'était un grand signal, après les accords d'Oslo, que je voulais donner aux autres. Très bien. Ça va, ça va. Peut-être un mot quand même sur le bilan de cette fonction de conseil pendant 10 ans et plus globalement les termes de référence dans lesquels se pose la question palestinienne aujourd'hui. Vous voulez vraiment que je vous parle de ça? De faire un bilan? Très Parce rapidement. que les moins de 20 ans ne connaissent pas tout ça. Oui. On a fait beaucoup en 10 ans. Arafat, et vous savez, je le dis souvent, il était marié avec la cause palestinienne. Il est, pour moi, il est à la création de la notion de peuple palestinien. Parce que les Palestiniens avaient une organisation comme nous. Ici, on était organisés avant en tribus. Eux, c'était en grande famille. Mais il y avait des familles opposées à l'une à l'autre. Il y en avait qui ne se parlaient pas, etc. Et lui a fédéré tout ce monde-là et leur a donné le sentiment qu'il y avait le peuple palestinien. Et ça, on ne pourra pas lui enlever. Et ça, les Palestiniens devraient lui rendre toujours hommage sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses. On a légiféré, on a préparé des choses. Et malheureusement, dans mes dernières visites, il n'y a pas longtemps, j'ai constaté que beaucoup de choses que nous avons lancées n'ont pas été suivies. N'ont pas été suivies parce que je n'aime pas parler de la situation palestinienne. Parce que je ne veux pas être dur avec mes amis palestiniens. Et vous pouvez parler de la situation actuelle en Israël? Oh, la situation actuelle en Israël, c'est autre chose. La situation actuelle en Israël, je ne comprends pas comment les Israéliens ont ramené au pouvoir un homme comme M. Netanyahu, qui n'a jamais pris des décisions dans l'intérêt de son pays, qui s'est vanté publiquement d'avoir tué les accords d'Oslo. Et pour moi, c'est l'ennemi numéro 1 de la paix. Vous êtes président du cercle d'amitié Maroc-Israël. Oui, je suis le président, comme vous le dites, d'un cercle d'amitié qui a été créé à la suite des accords d'Abraham, avec une ambition, non seulement d'appuyer la politique de Sa Majesté dans l'application de ces accords, mais également, et c'est dans les statuts qu'on a insisté, on les a mis, essayer de contribuer à créer un environnement nécessaire, non pas suffisant, mais en tout cas nécessaire, favorable à une paix réelle et juste. Et donc, je suis président de cette assemblée, mais elle me pose des questions aujourd'hui. Je me pose beaucoup de questions
parce que Israël est aujourd'hui l'allié du Maroc, grâce aux accords d'Abraham, et moi, j'attends d'un allié qui se conduise comme un allié, qui tienne compte des problèmes de son allié et qui n'essaye pas de faire des choses qui gênent l'allié. Je parle par exemple de l'envahissement de la mosquée par l'armée. Il est de notoriété historique que tous les lieux de prière, que ce soit une église, une mosquée ou une synagogue, sont des lieux intouchables, c'est des asiles, et qu'aucune armée ni police n'a le droit de rentrer. Alors, on va en rester là pour la première partie qui est déjà finie. Vous voyez, Gabriel Banon, ça passe très vite. Nous étions là pour parler, donc, nous sommes là pour parler de votre livre sur la grande désillusion en France. La grande désillusion. C'est ce que j'ai cru. Voilà, c'est du. Non, mais vous avez bien cru, mais vous avez un parcours tellement impressionnant, riche et dense qu'on ne pouvait pas faire l'impasse dessus et revenir un peu sur ce que vous avez fait. Alors, vous vous êtes rendu compte qu'on a passé pratiquement 80 ans, 70 ans en quelques minutes, ce qui était quand même un tour de force. Comment vous pouvez dire qu'à 80 ou 70 ans, je n'ai que 38 ans? Ben oui, c'est bien ce qu'on disait, mais enfin, on a rétréci le temps avec la chaîne dans le horaire. désordre, quoi. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour maintenant parler de ce livre avec son auteur Gabriel Banon. À tout de suite. On redémarre donc... On démarre plutôt la deuxième partie de ce débrief. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous parlons avec Gabriel Banon de son dernier livre. Il y en a eu 14 avant, 15 même avant. Et celui-là, voilà, c'est France, la grande désillusion, qui sera en vente dans les kiosques à partir du lundi 15 mai. Et nous y allons donc. France, la grande désillusion. Alors Gabriel Banon, vous repartez sur l'histoire de France, la grande histoire de France, les années de gloire, l'apogée, la France en chiffres. Les petites batailles ou la bataille perdue de la langue française, le déclin de la France actuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien connu la France, vous l'avez expliqué en première partie, vous avez été conseiller de deux présidents, De Gaulle et Pompidou, et voilà, vous commettez ce livre. Alors, pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? Et pourquoi ce titre? Je crois que c'est enfoncer une porte ouverte que de vous dire que la France passe un mauvais moment, non seulement dans sa gestion intérieure, dans sa situation économique, mais aussi dans ses relations diplomatiques. Bien sûr, le Maroc, nous le savons, parce que nous vivons ce problème, mais avec des pays d'Africains aussi. Et donc, j'ai eu le sentiment qu'il était de mon devoir de tirer une sonnette d'alarme, de rappeler ce qu'était la France, ce qu'elle doit être et ce qu'elle, je constate aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est un livre de nostalgie, peut-être. Oui, il y a une grande partie de nostalgie, c'est vrai, mais nostalgie est un peu limite, parce que nostalgie veut dire que on se rappelle des temps heureux, puis c'est fini. Non, la France, c'est pas la première fois qu'elle passe des moments difficiles. Si vous connaissez aussi bien que moi l'histoire de France, elle en a vu d'autres. Il y a eu des moments très difficiles, et chaque fois, la France s'est ressaisie, et par conséquent, il y a toujours eu, bon, je ne vais pas vous les citer, en commençant par Jeanne d'Arc, en arrivant avec Henri IV. Il y a eu toujours quelqu'un, De Gaulle, plus près de nous, qui s'est trouvé là pour sauver la face à la France battue. Il y a eu toujours un être d'exception. Un homme providentiel qui et un est sursaut. arrivé. Ou une femme, quand vous parlez de Jeanne d'Arc. C'est la vie. Et donc, je ne crois pas que ça n'arrivera pas. Je pense que la France a des ressources importantes pour se remettre, mais pour ça, il lui faut une gouvernance cohérente et valable. Et aujourd'hui, je suis malheureux de constater qu'il y a une mauvaise gouvernance. On ne gouverne pas en créant la panique, on ne gouverne pas
avec des trucs d'annonce. On ne gouverne pas contre le peuple. Il y a, rappelez-vous, De Gaulle a dit, moi je fais un référendum, si vous dites non, je m'en vais. Personne n'a cru qu'il allait partir. On a voté, c'était non, il est parti. Et la France s'est retrouvée veuve et pleurait comment, mais pourquoi il est parti? Ah, comme on dit, autre temps, autre mœurs, c'était il y a 55 ans. Exactement. Ça se passe Alors, plus maintenant. vous savez, De la même manière. vous savez, les choses ne se font pas par hasard. Nous avons en France une abstention énorme dans les élections. C'est-à-dire que les citoyens ne s'intéressent plus à la politique. Moi, mon analyse, c'est à cause de la professionnalisation du métier d'homme politique. Les hommes politiques en France sont devenus des professionnels de la chose. Font des carrières. Des carrières. Voilà, une carrière. Voilà. Ce n'est plus un idéal. Avant, c'était par idéal, on voulait, et on consacrait 1 an, 2 ans, 3 ans à la chose publique, et puis au revoir et merci. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quelqu'un s'installe dans la politique, il s'adresse à des organismes de préférence américains, je ne les citerai pas, qui font une analyse du marché. Donc c'est vraiment une étude de marché et ils vous disent, voilà, dans votre secteur, vous avez telle communauté, il y a tant de voix, voilà ce qu'ils voudraient, telle communauté, il y a tant de voix, voilà ce qu'ils voudraient, etc. Et ceci, à partir de cela, non pas d'une idéologie, à partir de cette analyse, cette étude de marché qui a coûté cher, on prépare un programme. Et une fois qu'on a été élu, on s'y accroche et on ne veut plus partir. Alors, et ça, le peuple, il ne faut pas prendre le peuple pour des idiots. Le peuple, pris individuellement, oui, il y a beaucoup de cons, comme on dit couramment. Comme partout, oui. Mais pris dans son ensemble, le peuple n'est pas bête. Le peuple se rend compte, il réagit, il sait instinctivement ce qui se passe. Et voilà, il dit, je ne crois plus Gabriel au discours des politiques. Vous avez des mots durs, des expressions dures. Vous parlez de la bataille perdue de la langue française, vous parlez des mots français, vous parlez de la fin de l'Empire français. Ça va vraiment aussi mal? Alors, écoutez, quels sont les éléments qui caractérisent un peuple? La cohésion de cette population autour d'un objectif commun, la notion de nation, c'est pour cela que je cite des écrivains que j'admire, qui le définissent bien mieux que moi. Et tout cela, vous ajoutez, bien entendu, ce qui définit la nation, le drapeau, l'armée et la langue. Et le vouloir vivre commun. C'est à la base, ça. Le vivre ensemble, c'est à la base. Le destin partagé. C'est le destin commun, c'est de vivre autour de... Et alors, et la langue, qui est le ciment. Ce qui a créé la France. La France parlait l'oc, parlait breton, parlait... Auvergnat, dans le sud, une autre langue, etc. Et ce qui a réuni la France, c'est la langue française, qui a fait que la France est devenue la France. Mais alors, non seulement on n'a pas défendu, lorsqu'on a créé la francophonie pour défendre la langue française, très vite on est tombé sur un défaut jacobin, on a voulu en faire une arme politique. Et donc, les autres pays n'ont plus adhéré. Dès lors qu'on politise une action culturelle, c'est pas la peine, elle ne marchera pas. Et la langue française, a commencé par les dirigeants qui ont été les complices de l'anglais. Quand vous avez un président de la République et un Premier ministre qui parlent publiquement en anglais, je suis désolé, pour moi, c'est une forfaiture. Le déclin. Regardez les grands pays. Ils te parlent en public. Ils peuvent parler. Prenez Poutine. Il parle très bien une multitude de langues. Mais il parlera que russe en public.
Eh bien, prenez les Américains. Gerald Ford parlait très bien le français, Larry Egelberger parlait très bien l'espagnol, mais publiquement, il ne parle qu'anglais. Et la France, c'est un complexe qui s'est créé vis-à-vis de l'anglais, et on voulait montrer qu'on parlait anglais. Monsieur Macron parle anglais. Le patriotisme linguistique. Oui, mais Patriotisme Macron, culturel aussi. Oui, Macron culturel, parle anglais tout à quand fait. il rencontre des gens qui parlent anglais. Je regrette. Il doit avoir un interprète. Il doit parler que français. Alors ça a été... Oui, mais en même temps, c'est pas qu'à son niveau, c'est même au niveau de l'enseignement, des grandes écoles. C'est l'anglais qui gagne du terrain partout. Mais écoutez, En France. la langue française, au début, toutes les capitales européennes ne parlaient que français. C'est vrai. Il faut se poser la question pourquoi. Tous les accords diplomatiques n'étaient rédigés qu'en français. Pourquoi subitement c'est l'anglais? Il y a une complicité de nos gouvernants qui ont laissé faire. Je trouve qu'on ne s'est pas battu pour défendre la langue française. On va revenir, si vous permettez, pour enchaîner avec la question de Seazi Bouchtas sur le rang de la France. Je connais vos idées, sur cette question-là, même si je n'ai lu ce livre qu'il y a 3 heures. Mais encore pas complètement. J'ai eu l'occasion de le lire un peu plus longtemps. Voilà, moi j'ai eu qu'à 3 heures et je l'ai feuilleté devant vous tout à l'heure, mais je connais ce livre puisque nous avons par ailleurs dans d'autres cas des échanges importants, Vous connaissez l'auteur, laborieux. Voilà, vous connaissez l'auteur. Oui, l'auteur, Voilà. mais nous avons en plus des échanges laborieux et parfois avec des désaccords et des interpellations. Ce qui me frappe dans ce livre, c'est le titre, évidemment, La Grande Désillusion, mais j'ai le sentiment aussi d'un défaitisme et ce qu'on appelle le déclinisme en France. Vous savez qu'il y a tout un courant qui dit depuis 2 décennies à peu près que la France est dans un processus historique de déclin, ce qu'on appelle le déclinisme, et vous me paraissez être éligible à ce registre-là. Je vais vous expliquer mon drame intime par rapport à ce livre. Moi, je suis un pur produit de l'école publique de la République. Et je l'assume. J'ai fait mes classes, l'école de la Ferme Blanche, le lycée Lyoté, le lycée Claude Bernard à Paris, les concours, Centrale, la fac de droit, etc., etc. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Exactement. Je suis un pur produit de la France. Et tout au long de ce parcours scolaire, j'ai appris à aimer la France. Et je l'assume. J'aime beaucoup la France et j'ai mal de constater où en est la France aujourd'hui. J'ai mal de voir comment la France se donne des dirigeants qu'elle a aujourd'hui. Mais est-ce que c'est du défaitisme, comme l'appelle Mustafa Sahimi, ou alors simplement une grande désillusion, comme vous avez titré votre livre? C'est-à-dire, le défaitisme, c'est pratiquement fini, c'est définitif. Non, c'est pas. Presque. Alors que la désillusion, on espère encore qu'il y ait un Je sursaut. n'accepte pas le défaitisme. Je n'accepte pas le défaitisme. Je suis convaincu qu'il arrivera le moment où la France se ressaisira et corrigera ses errements, j'allais dire, pour reprendre le chemin du développement, etc. Avec Jean-Luc Mélenchon ou avec Marine Le Pen? Non, ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas que vous me cataloguez. C'est votre manie. Non, c'est une interrogation. Oui, eh bien alors, je vous réponds. No comment. Non, c'est pas là. La question, c'est pas du défaitisme. La question, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce livre est une sonnette d'alarme. Bien sûr qu'il y a une déclaration d'amour à la France en même temps. Je n'en cache pas. Et je dis, j'ai mal. J'ai mal à la France. J'avais écrit, j'ai mal à la France comme on a mal à la tête, parce que j'aime la France et que j'ai mal de voir dans quel état elle est aujourd'hui. Alors, c'est pas possible.
C'est pas possible de prendre des décisions. On a supprimé le corps diplomatique. Je suis pas un diplomate, donc je suis pas concerné. Mais quand même, on le supprime très bien. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Rien. Résultat, les diplomates, le Quai d'Orsay, ils sont désabusés, ils ne foutraient plus rien. Ce n'est pas eux qui vont réparer les relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Mais comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de réaction? D'après ce que vous dites, selon ce que vous dites, il n'y a pas de réaction. Et pourtant, il y a une société dynamique, il y a des corps constitués, il y a des lois, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'acteurs qui peuvent réagir. Il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent réagir, mais il faut penser qu'il y a un peuple. Et les acteurs, ils fonctionnent, ils marchent, ils réagissent en fonction de ce qu'ils peuvent avoir comme retour de la part du peuple. Le peuple français est complètement... Moi, j'ai mon analyse. Il est complètement désabusé. Il ne croit rien. Il vit un mauvais moment vu l'inflation et la montée des prix. Comment a-t-on pu supporter de massacrer la politique énergétique de la France au stade où aujourd'hui on doit multiplier par 3 le prix de l'électricité? Lorsque nous étions, moi, je me suis occupé de la nucléarisation de la production électrique en France. Parce que quand j'étais conseiller du président de la République pour la politique industrielle, nous avions l'électricité le plus économique, le moins cher. Nous exportions l'électricité. Et aujourd'hui, on doit acheter. On facture en période difficile aux citoyens des notes aberrantes qu'ils ne peuvent pas supporter. Alors, ils ne réagissent pas. C'est pas tout à fait vrai, parce que on dit les manifestations pour le départ en retraite, c'est ça. Non, c'est tout ça. Tout ça est mis là-dedans. Il y a l'élément mobilisateur, mais il y a un succès de ces manifestations parce que les gens ont envie de manifester sur tout le reste. D'ailleurs, on voit de temps en temps des pancartes qui parlent d'autre chose, qui ne parlent pas de la retraite. Alors, c'est ça. C'est la crise de la démocratie et de la représentation politique. Mais qu'est-ce que vous voulez? La question est... en plus, nous n'avons plus de gens courageux. Car il faut aller au bout du raisonnement. Oui, il y a le 49.4. 3. Ou 94.4, je ne me rappelle plus. L'article 49. L'article de la Constitution. 49.3 de la Constitution. 49.3. Mais, moi, gouvernement, j'utilise le 49.3, mais alors à ce moment-là, ceux qui me bloquent et qui m'obligent à le faire, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Il faut qu'ils votent la censure. Il faut qu'ils fassent tomber ce gouvernement. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas envie. C'est passé pas très loin cette fois non plus. Oui, pas très loin. C'est pas passé, mais c'est passé pas très loin. C'est ce qu'on appelle... à 6 mois après. C'est une expression exquise, délicieuse, ça s'appelle le parlementarisme rationalisé. Vous avez été là quand ça a été fait par le général de Gaulle. Oui. Le parlementarisme rationalisé, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quel est le rapport de la France avec ces 3 grands espaces historiques, chronologiquement, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique? Est-ce que ça aussi, ça participe un peu de cette... Bien sûr. Alors, l'Europe, le gouvernement, j'allais encore employer des mots durs, a cocufié le peuple. Oui, c'est dur, effectivement, mais c'est vous qui le dites. L'Union européenne, le Maastricht, etc. Il y a eu un référendum. Le peuple a dit non. Et on n'a pas appliqué la volonté du peuple. Maastricht, c'était 2005, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Et on a continué. Ça passé par le Parlement, ça a été refusé par le Oui, on a contourné par le Parlement. Et on a continué. Mais c'est légal. Ah, c'est comme le 49.3, c'est légal. C'est devenir professionnel. C'est une analyse professionnelle. On ne respecte plus la volonté du peuple du moment qu'on trouve des moyens légaux de contourner. Mais c'est pas courageux. C'est pas ça la politique.
Moi, en tout cas, pour moi, ce n'est pas de la politique. C'est des politicards. C'est sauver les meubles. Oui, ils ont peur que Macron dissout l'Assemblée et il faudra repartir à la pêche aux voix. Ça fait partie de la règle du jeu. Ça nous est arrivé déjà. Et on a dissous l'Assemblée et les gens, ils sont repartis à la guerre. Non, c'est vraiment... Quand on ne respecte plus le peuple, quand on ne respecte plus sa volonté, on arrive à ce que j'écris. Plus personne ne croit en rien, donc tout va à vos dos. Il n'y a rien qui marche. Alors, on va enchaîner sur ce que vous a dit Azeb Bousta. C'est la position de la France sur l'Europe, mais l'Europe au sens large, avec le conflit Ukraine-Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous dire, très honnêtement, et je m'en fous de ce que d'autres peuvent penser ou me critiquer. La France est à la remorque de l'Amérique. Point. Ah, vous n'êtes pas le seul à le dire, vous savez. Non, elle est à la remorque. C'est dit à longueur de médias, longueur de journaux en France elle applique ce que l'Amérique veut. L'intérêt de la France, c'est d'avoir une Europe forte avec la Russie dedans. Comme ça, il n'y a plus de problème de frontières, il n'y a plus de problème d'Ukraine, il n'y a plus rien. Parce qu'on fait partie tous d'un ensemble cohérent. Mais les Américains n'en veulent pas. Ils ne veulent pas d'une Europe puissante parce que ça devient une compétition. Et ils ne veulent pas de compétiteurs de la taille de l'Europe. Ils ont déjà assez à traiter avec la Chine. Voilà. Pour l'Afrique, la France, la position, la Donc, place de la voilà. France en Afrique. Alors maintenant, l'Afrique. Vous savez, avant, il y avait des Monsieur Afrique à l'Élysée. On peut critiquer ce qu'on veut, mais on avait des gars qui connaissaient l'Afrique, qui avaient les contacts, qui pouvaient parler, appeler tel président, discuter et modifier adroitement les politiques des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons un président omniscience. Il n'a pas besoin. Lui, l'histoire, il veut déconstruire l'histoire. Entre autres, déconstruire l'histoire, déconstruire la mémoire et déconstruire tout. Déconstruire la France. Donc, je ne comprends pas. S'il a fait l'ENA, il doit avoir appris qu'il y a un élément important dans la gouvernance, c'est la continuité de l'État. On prend l'État avec les bons moments et les mauvais moments. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai parlé des heures de gloire et des moments difficiles pour bien montrer qu'on assume un pays, on assume l'ensemble. On ne choisit pas. On ne va pas changer l'histoire. Macron pense qu'il peut changer l'histoire. Moi, je veux bien. Mais c'est l'histoire lui rappellera un moment qu'on ne touche pas. Au total, la tonalité générale de ce que vous avez dit, de votre livre, etc., c'est la grande désillusion, c'est le titre. Mais est-ce que ça va jusqu'au déclin inévitable de la France dans un avenir historique? Alors, s'il y a une chose que j'ai appris, non pas en politique, parce que je suis un géopoliticien, je suis un analyste, je ne suis pas un politicien dans le sens actif d'être un politicien. Mais ce que j'ai appris par expérience, c'est qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Vous ne pouvez pas dire c'est le déclin, c'est fini. C'est comme pour les hommes politiques. Vous ne pouvez pas enterrer un homme politique. Tant qu'il n'est pas 6 pieds sous terre, il n'est pas mort. J'en prends que pour l'illustrer que Mitterrand. Mitterrand, après l'attentat bidon qu'il avait monté de l'Observatoire, toute la presse unanime a écrit « fin de l'homme politique Mitterrand ». Et puis quelques années après, il a été élu 2 fois président. Donc, il ne faut jamais insulter l'avenir. Je ne dis pas que la France... J'espère que c'est un... J'allais dire c'est un appel au secours.
C'est Oui, une on entend bien à le lire. C'est véritablement un désir de voir la France repartir, tel que vous l'avez connu pendant les 30 Glorieuses, même après. Oui. Mais vous n'apportez pas de solution. Je ne porte pas de solution, je vais vous dire pourquoi. C'est volontaire, j'ai des idées. Mais vu mon âge, vu mon passé... Vous avez 38 ans. Je ne suis plus... Je ne peux pas être un acteur de cet redépart de la France. Je peux le constater, je peux l'aider par des paroles, mais c'est tout ce que je peux faire. Vous tirez la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme et j'espère qu'il y a des jeunes qui vont prendre la relève. Je serai toujours à leur disposition pour les aider. Pour autant, c'est un livre d'un homme de droite. Il a commencé par la gauche, il termine par la droite. Moustapha Srihmi a toujours été cohérent. Merci Gabriel Bannon. Juste un mot. Si être de droite, c'est être un homme sensé, juste et social, oui, je suis un homme de droite. Merci Gabriel Bannon. Donc votre livre sort en kiosque le 15 mai, France, la grande désillusion. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir partagé avec nous votre long et riche parcours, même si vous n'avez que 38 ans, mais je vous dis merci à vous Moustapha Srihmi d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.